Nouveau rendez-vous d'information sur RTI 1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres au sommaire de ce journal. Rencontre au palais présidentiel entre le chef de l'État et les ministres gouverneurs des districts autonomes. Les objectifs de cette dernière décentralisation, le rôle des districts dans le développement local et l'exécution du programme du gouvernement Une Côte d'Ivoire solidaire. Voilà des points abordés au cours de cette réunion. Population déguerpie d'Abobo dans le cadre du projet du métro urbain d'Abidjan. 2472 personnes seront dédommagées par le gouvernement et une première action a permis de soulager déjà 197 personnes. Nous verrons aussi dans ce journal les résultats d'une enquête sur la corruption dans l'administration publique. La cherté de la vie serait un des facteurs qui pousserait les agents à ces pratiques. Bienvenue dans ce 23h au Palais de la Présidence de la République. Ce mardi, il y a eu une rencontre avec les ministres gouverneurs de districts autonomes. Une réunion au cours de laquelle le chef de l'État a rappelé l'importance de districts autonomes, un véritable pôle de développement local qui vise à poursuivre le maillage territorial de la Côte d'Ivoire et à relever les défis du développement sur l'ensemble du territoire national, cela conformément au programme gouvernemental Une Côte d'Ivoire solidaire. Je vous propose de suivre l'intervention du président de la République au cours de la réunion. Le district autonome, comme vous le savez, est un véritable pôle de développement local qui doit regrouper au moins 2 régions et qui obéit dans son fonctionnement à la fois aux règles de la déconcentration et de la décentralisation. Le district autonome doit contribuer à améliorer l'efficacité de l'action déconcentrée et décentralisée du gouvernement, notamment en ce qui concerne la coordination et le suivi des politiques publiques d'aménagement et de développement du territoire pour le bien-être de nos populations. Comme vous le savez, nous avons de grands projets d'infrastructure qui vont au-delà des régions, et donc il était tout à fait normal que nous ayons des personnalités d'expérience pour la coordination entre plusieurs régions. La création, donc le 29 juin 2021, des 12 nouveaux districts autonomes, en plus de ceux d'Abidjan et de Yamoussoukro, vise à poursuivre le maillage territorial de notre pays et à relever les défis de développement équilibré sur l'ensemble du territoire national, conformément au 3e pilier de notre programme La Côte d'Ivoire solidaire. Alors, Madame et Messieurs les ministres gouverneurs, les textes adoptés pour la création des districts autonomes, notamment les différents décrets d'application, précisent les missions et les modalités de fonctionnement du district autonome. Ces textes permettent d'éviter tout chevauchement dans les attributions des différents acteurs du développement local. Ainsi, je vous propose d'exercer vos missions et vos attributions dans le strict respect de celles dévolues aux autres collectivités territoriales et aux entités ou services déconcentrés. Les missions de suivi, de coordination, de supervision doivent être au centre de votre action dans vos districts respectifs. Par ailleurs, dans le cadre de l'optimisation des dépenses de l'État, j'ai instruit Monsieur le Premier ministre à l'effet de prendre les dispositions pour que la création des nouveaux districts n'ait pas d'impact budgétaire important. Ainsi, la répartition des impôts, initialement rétrocédée uniquement au district autonome d'Abidjan et Yamoussoukro, sera étendue aux 12 nouveaux districts. Et pour l'exécution du programme gouvernemental, les membres du gouvernement, le pied à l'étrier, 2 ministres ont convaincu le Sénat sur 2 projets de loi. Les textes étaient exposés par le ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel et le ministre de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé. On voit cela avec Kader Sogodogo. Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, est porteur d'un projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant création du Fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes. Une modification
pour permettre une amélioration de la gouvernance du fonds. De nombreuses entreprises en Côte d'Ivoire se plaignent des difficultés d'accès au financement. Certaines entreprises obtiennent des marchés et très souvent, vous avez des marchés, il vous faut pouvoir donc financer ces marchés avant de pouvoir être payé. Et lorsque vous ne pouvez pas donc aller sur le marché financier pour obtenir un prêt, cela crée donc des problèmes et souvent même des difficultés dans la mise en œuvre ou dans la réalisation des marchés qui vous ont été donc octroyés. Le fonds de garantie permet d'accompagner les entreprises, donc les PME ivoiriennes, vers le marché financier pour offrir les garanties qu'elles n'arrivent pas à donner aux banques lorsqu'on leur demande donc des garanties pour pouvoir obtenir un prêt, soit dans le développement de leur entreprise, soit dans la réalisation donc d'un marché, soit dans la création de leur entreprise. Le projet a été ratifié à l'unanimité. À la suite du ministre Félix Anoblé, le ministre de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé, Emmanuel Esmel Essis, également porteur d'un projet de ratification de l'ordonnance instituant des mesures fiscales incitatives aux investissements réalisés dans le secteur de la transformation de l'EVA. Aujourd'hui, nous sommes à un degré de transformation de 55%. Nous visons dans les années qui arrivent à pouvoir atteindre les 100%, mais aller au-delà de la première transformation, viser la seconde transformation. Il y a beaucoup de produits qui se font à base donc, de caoutchouc. Il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire, qui est un grand producteur de cette matière, puisse être en dehors de toute la chaîne de production. Donc aujourd'hui, comme l'a dit le Premier ministre, nous allons à la chasse de la valeur ajoutée. Comment faire en sorte qu'on intègre le maximum de valeur ajoutée dans l'économie, et c'est ce qui va permettre une meilleure croissance, qui va permettre aux fils et aux filles de ce pays de vivre encore meilleur dans les années qui arrivent. Le ministre Emmanuel Esmel Essis a été suivi par les sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières, qui ont ratifié à l'unanimité le projet de loi. Un autre projet de développement qui verra bientôt le jour, le métro d'Abidjan. Ce projet a nécessité le déguerpissement de populations occupant les espaces prévus pour la construction de la ligne 1. Une situation bien décriée, mais nécessaire pour le développement. Et sachez que les déguerpis, principalement ceux de la commune d'Abobo, ont commencé à être indemnisés. Nous en parlons avec Lanciné Bakayoko. Après quelques incompréhensions liées au retard enregistré au niveau des paiements, c'est presque le bout du tunnel pour les 2472 abobolais impactés par le projet de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Les opérations de remise de chèques correspondant aux indemnités de relogement ont commencé à la trésorerie d'Abobo. Un soulagement pour Mathieu Sadou Kwame. C'était difficile, mais en fin de compte, ça a marché. Je suis tranquille un peu maintenant. Et je vais me chercher un coin à habiter. Pour cette première vague, ce sont 197 personnes qui passeront devant les comptables du Trésor public d'Abobo. Des souris, mais aussi des grincements de dents. Un agent m'a appelé le matin, mais je l'ai appelé avant d'arriver. Je viens, il ne voit pas mon nom sur le tableau. Quant à Kafele Bekone, ce sont les procédures de sélection des personnes à payer qui l'intriguent. On privilégie les locataires au détriment des propriétaires. Pourtant, le propriétaire résident, c'est celui qui a bâti son logement, qui a accueilli des personnes dedans. Et on donne des chèques aux locataires pour qu'ils passent le loger. Mais le propriétaire, il reste comment? Face à toutes ces inquiétudes, le comité de suivi du plan d'action de réinstallation des impactés du métro d'Abidjan a su que personne ne sera floué. Même position au niveau des comptables, fortement mobilisés pour satisfaire les ayants droit. Nous assurons que toutes les personnes seront payées. Parce que là où je vous parle, les dossiers sont en cours de traitement. Chaque fois que les dossiers sont prêts, nous procédons au paiement. Donc je demande donc aux populations de patienter et chaque fois que ça sort, on les paye. Le nombre global des impactés par le tracé se lève à 9 519 personnes. Ce sont des propriétaires non résidents, des hébergés gratuits, des ménages locataires et des opérateurs économiques. La ligne 1 du métro d'Abidjan, c'est 37,4 km du nord au sud. Elle comprend 2 voies, 18 stations, 21 ponts rails et routes, un pont viaduc sur la lagune Ébrié. Le trafic attendu à terme est de 540 000 passagers par jour.
Parlons à présent de la lutte contre la corruption. L'enquête dénommée Coup de poing réalisée au sein de certains services publics à fort soupçon de corruption est à son terme. Les conclusions de l'opération sont consignées dans ce rapport de Dangui Dangui. Foualou surveille le déchargement de sa remorque de produits vivriers, notamment de bananes plantains, au marché Gourou d'Adjamé. Elle raconte ses difficultés sur la route. Le camion vient de Boisflé. Maintenant, en venant sur la route, on dit qu'il n'y a pas de tracasserie, mais il y en a. On nous fatigue. Ça fait que le camion devait arriver depuis hier, mais aujourd'hui c'est arrivé. Une fois que le transport était cher par rapport à la tracasserie, nous on est obligé de faire cher sur le marché. Le lien entre les raquettes sur les routes et la cherté de la vie a été confirmé par le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption devant la presse ce mardi, lors de son point presse sur l'opération Coup de poing, une opération de vérification au sein des structures délivrant des services publics à fort soupçon de corruption qu'il a piloté. Qu'une collecte de données sur le terrain nous a permis d'avoir une idée des sommes payées par les commerçants. Ainsi, à titre d'exemple, sur l'axe Iré-Abidjan, le commerçant marchand de produits vivriers doit s'acquitter d'une somme totale de 20 000 francs répartie entre les différents barrages pour espérer voir sa marchandise arriver à destination. Bien d'autres services publics, notamment la santé, le transport, la justice et l'éducation, sont également dans le collimateur de cette opération Coup de poing. Il a été recueilli des preuves montrant des individus non agents de la SICTA, qui sont des facilitateurs, recevant des pots de vin des mains d'usagers afin d'assurer un passage avec succès lors du contrôle technique, quel que soit l'état du véhicule. Au niveau de la justice, il est également fait cas de paiement de pots de vin moyennant abandon de poursuite ou prononciation de peine beaucoup plus légère. Zoro Epifane Balo a réaffirmé l'engagement de son département et de ses partenaires à poursuivre ce combat pour la bonne gouvernance et contre la corruption. Attention à la fraude, attention aux rackets, parce que l'État vous voit. Le dispositif à cette fin a été déployé en vue de renforcer la détection des actes de corruption. L'Afrique perd 148 milliards de dollars américains chaque année du fait de la corruption, selon la Banque africaine de développement. Un sondage de Afrobaromètre révèle que la perception des Ivoiriens en matière de corruption en Côte d'Ivoire ne s'améliore pas. Un colloque sur l'éco, la nouvelle monnaie des pays de la CEDEAO, le comité interparlementaire de l'UEMOA, se réunit à cet effet au Mali pour faire avancer les travaux. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. Ces députés membres du comité interparlementaire de l'UEMOA, CIP-UEMOA, animent des sous-comités de la politique économique, financière et monétaire, ainsi que de la politique fiscale, douanière et commerciale. Réunis à Bamako au Mali, autour du président du CIP-UEMOA, ils planchent sur la question évolution du processus d'avènement de la monnaie unique ECO. Aucun pays de notre zone n'est en mesure de résoudre seul les divers problèmes monétaires d'origine externe auxquels fait face notre communauté, car les politiques de stabilisation ont présenté leurs limites. Dans ce contexte global délicat, l'introduction d'une monnaie unique à l'échelle de la CEDEAO me semblerait plus bénéfique pour les pays d'Afrique de l'Ouest et offrirait une belle opportunité de rendre plus dynamiques et compétitifs nos différentes économies. Relativement à l'exposé du président Noël Toé, cette volonté passe par une union douanière forte de l'UEMOA. Au programme de cette rencontre, ces deux sous-comités réfléchiront également sur les défis, les actions, les perspectives et le rôle que devrait jouer le CIP-UEMOA pour réussir cet objectif. Rendez-vous est donc pris pour le 17 septembre prochain à la clôture de cette deuxième réunion d'intérêt sous-comité pour savoir les propositions du CIP-UEMOA afin de rendre davantage dynamique l'économie de l'espace communautaire sous-régional. Et en attendant les conclusions de ce colloque, on fait le point de la pandémie Covid-19 dans notre pays et ce mardi.
78 nouveaux cas de Covid-19 ont été répertoriés ce jour. 111 cas de guérison et 14 décès à cette date. La Côte d'Ivoire compte 58 226 cas confirmés, dont 56 144 personnes guéries, 534 personnes décédées. Et pour ce qui est de la campagne vaccinale, au moins 1 572 866 doses de vaccins ont été administrées sur toute l'étendue du territoire. La Moldavie, ce pays d'Europe orientale, a ouvert en terre ivoirienne un consulat honoraire. Le consul, Diarra Mahamadou, a pris fonction le 9 septembre dernier. Il dit vouloir œuvrer à renforcer les liens entre les Ivoiriens et les Moldaves. Laure Goretti et Éric Goré. Diarra Mahamadou est le nouveau consul de la République de la Moldavie en Côte d'Ivoire, administrateur et membre du réseau des chambres d'experts européens au département Afrique de l'Ouest. Il va travailler au renforcement de la coopération entre la Moldavie et la Côte d'Ivoire. Il a reçu son exéquature par le directeur de cabinet du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. La tâche qui nous attend, à la fois noble et grande. Il s'agira d'abord d'encourager et d'aider la communauté moldave vivant ou travaillant en Côte d'Ivoire ou de passage à s'unir, à se conformer aux lois et règlements de l'État ivoirien. Cette cérémonie marque le début d'une relation bilatérale entre les deux États, selon le représentant de la ministre d'État, Kandia Kamara Kamisoko. Nous apprécions les efforts de M. le consul honoraire à sa juste valeur. Notre pays, en effet, a toujours fait l'option d'entretenir avec tous les peuples des relations cordiales et fraternelles. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir avec la Moldavie des relations privilégiées. C'est un grand pays avec une histoire ancienne et un peuple vaillant. La Moldavie est un pays d'Europe orientale et ancienne république soviétique, membre de l'Organisation internationale de la francophonie avec 3 500 000 habitants. C'est un pays avec une économie traditionnellement agricole, une industrie dominée par l'agroalimentaire et textile. Nous parlons des médias à présent. Les pays africains ont pour ambition de réguler le secteur des médias en ligne, les derniers nés de la grande famille des canaux d'information. Et il est envisagé la création d'une plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée. Un colloque international sur le thème des stratégies de régulation des services de médias audiovisuels en ligne a lieu en ce moment à Abidjan sous la supervision de la ACA Franck Quadio. Le secteur de l'audiovisuel, depuis une vingtaine d'années, est confronté à la montée en puissance des médias en ligne, une source d'enrichissement qui n'est pas sans noter quelques abus, difficile aujourd'hui pour les régulateurs à toutes les échelles d'en maîtriser tous les contours. C'est que nous sommes confondus à une technologie que nous ne maîtrisons pas. Et ce n'est pas une particularité africaine. C'est partout dans le monde. Piratage et exploitation illégale des programmes audiovisuels, des données qui fragilisent l'action du régulateur selon Maître René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA, qui dans le cadre de la mise en œuvre de la plateforme des régulateurs audiovisuels de l'UEMOA et de la Guinée, initie un colloque sur les questions de stratégie pour une meilleure régulation de l'audiovisuel en ligne, une question cruciale bien appréhendée par les participants. C'est vrai qu'au Congo, il y a beaucoup de médias en ligne. Je dois vous avouer que c'est des médias en ligne que nous ne contrôlons pas. Être invité à cette réunion qui concerne avant tout au premier plan les régulateurs de l'espace UEMOA, nous espérons tirer profit pour que nous puissions agir autrement. Donc aujourd'hui, il nous faut non seulement réfléchir à comment réguler, n'est-ce pas, cet espace, mais également faire attention, ne pas avoir un cadre juridique coercitif. Je parle de l'Internet que tout le monde pratique, que vous pratiquez sur vos tablettes, vos ordinateurs, vos téléphones. Il n'y a pas de personne qui soit à l'abri des autorités de régulation, il n'y a pas de personne qui soit à l'abri des ayants droit, et il n'y a aucun crime qui soit commis sur Internet qui pourrait rester impuni. Ça, c'est un message qui est fort.
et qui doit être relayée. Des journées de réflexion pour trouver des mesures consensuelles et une esquisse du cadre réglementaire. Nous pouvons adopter un texte sous forme de loi, donc législatif, ou sous forme de décret. En adoptant le texte sous forme de loi, nous poserons les grands principes directeurs de la régulation des médias en ligne, ce qui va obliger nos gouvernants à prendre aussi des décrets d'application de ces lois-là. Au nom du Premier ministre Patrick Achi, le ministre de la Communication et des Médias Amadou Coulibaly a exprimé l'attente des gouvernants. La société, nos sociétés nous regardent. Mais pour les régulateurs africains que vous êtes ici, donc essentiellement d'Afrique de l'Ouest, c'est le continent qui vous regarde. Parce que l'un de vos défis majeurs est de savoir ce que peuvent nos États face aux GAFA. Lorsque certains contenus inappropriés continuent à être présents et que nous n'avons quasiment aucun pouvoir pour les faire retirer. Selon le rapport digital 2020, le taux de pénétration d'Internet en Afrique de l'Ouest est de 36%. Les régulateurs africains s'activent donc pour mieux canaliser ce qui pourrait être perçu comme une boîte à Pandore, d'où la pertinence des conclusions à venir. Une collaboration dans le milieu audiovisuel est en vue. La direction de la RTI a reçu le ministre centrafricain de la communication. Les deux parties ont en vue une collaboration, nous l'avions déjà dit. Didier Nguessan pour le point. Rebondit de plus belle après une crise. La résilience de la Côte d'Ivoire inspire la République de la Centrafrique. Vue de l'extérieur, cette image du pays est l'œuvre de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI en charge du service public de l'audiovisuel. C'est à juste titre que le ministre centrafricain de la communication et des médias, Serge Ghislain Dioré, visite les locaux de la RTI. Après le studio des journaux télévisés et la régie, il est même reçu en direct sur le plateau de l'émission Variétoscope Rétro. Le chef de l'État, lors de l'investiture, a mis l'accent sur ce quinquennat sous le signe de la transformation de la République centrafricaine. Et vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est un exemple de la transformation en Afrique subsaharienne. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire et celle de la République centrafricaine, elle est similaire. Nous avons connu des crises. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a tourné la page une page définitive à cette crise et se lance vers le développement. La crise est définitivement terminée en Centrafrique et au même titre que la Côte d'Ivoire, nous nous lançons maintenant vers le développement réel. Avant la visite, l'hôte a été reçu par Agnès Crédit, représentant le ministre ivoirien de la communication et les responsables de la RTI, avec à leur tête le directeur général Fosseni Dambélé. Nous avons eu une séance de travail avec la délégation hôte. Nous avons présenté la RTI dans ses différents démembrements, dans sa mission. Et également, nous avons évoqué avec eux les domaines possibles de coopération. En tout cas, ça a été des échanges fructueux. Et Monsieur le ministre nous a laissé entendre qu'il y aura une suite en matière de coopération et de partenariat. L'amitié ivoiro-centrafricaine est un exemple de coopération sud-sud avec l'absence de visa entre les deux pays. La nouvelle université de San Pedro ouvrira ses portes dès la prochaine rentrée académique, donc le 18 octobre prochain. 4 unités de formation, de recherche et 2 écoles d'ingénieurs sont compris dans cette université. Pour une meilleure offre de formation, des experts travaillent activement sur les maquettes pédagogiques, nous dit Mahama Traoré. Elle est appelée à devenir un pôle d'excellence. L'université de San Pedro abritera 4 unités de formation et de recherche, UFR Sciences de la mer, UFR Sciences de la santé, UFR Agriculture, ressources animales et agro-industrie, enfin UFR Logistique, tourisme et hôtellerie-restauration. 2 écoles d'ingénieurs en construction navale et en bâtiments et travaux publics feront également partie intégrante de cette université. Il y a la mer, il y a le tourisme, il y a tous ces grands champs, ces grosses sociétés qui sont là. Comment faire en sorte que l'université soit un outil d'appui ou d'appoint à ces structures qui sont déjà existantes. C'est pourquoi nous partons du postulat que non seulement San Pedro est déjà une ville balnéaire, une ville touristique comme on dit, mais elle doit être maintenant une ville universitaire. Pour être à la hauteur de telles ambitions, les parcours de formation doivent être de qualité.
Pour ce faire, les experts réunis à Grand Bassam s'attellent à mettre au point les maquettes pédagogiques. Ils bénéficient à cet effet des orientations du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il faut que les parcours de formation qui nous sont proposés débouchent sur des référentiels de compétences recherchés sur le marché de l'emploi. Il n'est pas question que d'un parcours à l'autre, on change simplement le nom d'une unité d'enseignement pour que le contenu reste le même. Et après, il faut avoir présent à l'esprit qu'il faut mutualiser et les infrastructures, et les équipements, et les enseignants. Il faut privilégier les formations de courte durée. Ça veut dire qu'il faut privilégier tout ce qui est licence professionnelle et non les licences de recherche. L'université de San Pedro ouvrira ses amphithéâtres le 18 octobre prochain. À la Cota, 18 salles de classe sont de nouveau ouvertes pour accueillir les élèves qui ont déjà effectué depuis hier leur entrée scolaire. Ces salles ont été rénovées et équipées par la mairie de cette ville. Le reportage de Mahama Traoré. Les cours ont effectivement repris ce lundi 13 septembre au groupe scolaire de Gbaïri, village situé à 5 km de la Cota. Cela a pu être possible grâce aux travaux entrepris par le conseil municipal de la Cota pour rénover 9 salles de classe des 2 écoles primaires que compte cet établissement. Elles étaient dans un état de délabrement avancé. Quand l'environnement est sain, le cadre d'apprentissage est sain, c'est le début de l'amélioration des résultats. Et c'est un grand merci que tout le corps enseignant et moi faisons promesse à améliorer à ce poste. 9 autres salles de cours dans 2 autres écoles primaires publiques de la ville ont été également réhabilitées, soit un total de 18 salles de classe remises à neuf par la mairie de la Cota cette année pour un coût global de 52 millions de francs CFA. C'est le lieu vraiment pour moi de remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui, de sa politique, a permis aujourd'hui l'école gratuite. Aujourd'hui, l'école est obligatoire et c'est ce que nous allons prêcher partout dans les villages, dans les campements, pour demander aux parents d'inscrire donc les enfants, pour que chaque enfant ait effectivement la chance d'apprendre quelque chose, d'aller à l'école. Sur ces 3 dernières années, la mairie de la Cota a investi 116 millions de francs CFA dans l'école. Pour cette rentrée scolaire, des kits ont été également remis aux élèves de la ville. L'actualité hors de chez nous. Ce mardi, en Guinée, a débuté les concertations entre nationales, les forces politiques, la société civile et les représentants de la compagnie minière pour fixer les grandes lignes de la transition. Une série de rencontres sont prévues jusqu'au 17 septembre prochain. Les Nations Unies appellent au retour des civils à la tête du pays et en marge des discussions politiques sur l'avenir de la Guinée. D'autres tractations sont en cours à propos du sort d'Alpha Condé. Le président est toujours détenu par la junte militaire et a pu recevoir la visite d'une délégation de la CEDEAO fin de semaine dernière. Mais pour l'instant, Alpha Condé refuse de passer la main. Et c'est tout en espérant un dénouement de la situation en Guinée que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi.